Savais-tu qu'avant qu'une femme ne s'adonne complètement à toi, elle t'a déjà soumis à 7 tests psychologiques que tu n'as même pas remarqués? Alors que la majorité des hommes croient qu'ils sont en train de faire une conquête, ils sont en réalité constamment évalués comme des rats de laboratoire dans une expérience qu'elles ont conçue. Ce sont des tests si subtils et stratégiques que 95% des hommes y échouent sans s'en rendre compte et se demandent ensuite pourquoi elle ne s'engage jamais totalement, pourquoi elle maintient toujours cette distance émotionnelle, pourquoi son don sexuel est limité. Le premier test commence dans les 30 premières secondes après l'avoir rencontré, et la majorité merde à ce moment précis. Le 7e est si dévastateur qu'il détermine si tu vas être son obsession ou simplement un autre type de plus dans son historique. Et le plus dangereux de tous, eh bien, celui-là, je vais te le révéler au moment exact. Car une fois que tu l'auras identifié, tu vas commencer à voir ces tests dans chaque interaction que tu as avec les femmes. Ta réalité complète va changer, mon ami. Avant de commencer, comprends quelque chose de crucial. Ces tests ne sont ni mauvais, ni manipulateurs. Ils sont le système de protection naturelle que les femmes ont développé durant des millions d'années pour identifier les hommes dignes de leur don total. Parce que pour une femme, s'adonner complètement aux mauvais hommes peut signifier des années de souffrance, des ressources gaspillées, ou pire encore, des enfants avec un père inadéquat. Alors, elles ont développé ces filtres inconscients pour séparer les hommes réels des imposteurs. Et si tu veux qu'une femme te voie comme l'homme avec qui cela vaut la peine de s'engager sans réserve, tu as besoin de passer ces 7 tests avec excellence. Alors sois attentif, car ce qui suit peut faire la différence entre être son obsession ou être un de plus dans sa friend zone. Le premier test que toute femme fait est le test de la réaction face à son rejet initial. Et cela, mon ami, c'est là où 80% des hommes coulent avant même d'avoir commencé. Ce test commence dès le premier moment où tu interagis avec elle. Tu verras, quand tu rencontres une femme attirante, surtout si elle sait qu'elle l'est, la première chose qu'elle va faire est de te rejeter subtilement, pas avec des mots directs. Ce serait trop évident. Elle le fait avec son langage corporel, avec des réponses courtes, avec un désintérêt apparent, avec des regards vers son téléphone pendant que tu lui parles. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle mesure exactement comment tu réagis face à son manque de validation. Elle observe si tu désespères, si tu commences à essayer plus fort de l'impressionner, si ton énergie change de l'assurance vers le besoin, si ta voix devient suppliante. La majorité des hommes, quand ils ressentent ce rejet initial, font l'une de 2 conneries. Soit ils se retirent complètement comme des chiens la queue entre les jambes, démontrant que leur confiance était fausse. Soit ils doublent leurs efforts de façon désespérée, racontant plus d'histoires sur eux-mêmes, faisant plus de blagues, mendiant plus d'attention. Les 2 réactions sont des échecs massifs. Tu viens de lui démontrer que ton état émotionnel dépend de son approbation. Tu lui as montré que tu n'as pas d'option. Tu lui as démontré que ta valeur en tant qu'homme est déterminée par le fait qu'elle te valide ou non. Et, mon ami, à ce moment-là, tu viens d'échouer au premier test. Voici ce qu'elle recherche réellement. Un homme dont l'énergie reste exactement la même face à son rejet. Un homme qui, lorsqu'elle lui donne des réponses courtes, sourit simplement et change de sujet sans s'émouvoir. Un homme qui, lorsqu'elle regarde son téléphone, ne devient pas nerveux, mais regarde confortablement autour de lui, comme s'il avait tout le temps du monde. Machiavel a écrit qu'un prince ne doit jamais montrer qu'il a trop besoin de quelque chose, car le besoin apparent détruit tout pouvoir de négociation. Dans le jeu de la séduction, cela se traduit parfaitement. Quand tu montres que tu n'as pas besoin de sa validation pour maintenir ton état, ta valeur perçue monte en flèche immédiatement. La bonne stratégie est celle-ci. Quand tu sens son rejet initial, respire profondément et maintiens ton énergie exactement là où elle était. Si tu lui parlais avec un calme confiant, continue avec ce même calme. Si tu souriais, continue de sourire. Si tu étais détendu, reste détendu. Mieux encore, quand tu remarques son désintérêt,
retire-toi stratégiquement, non pas de façon offensée, mais en disant simplement quelque chose comme « Bon, c'était un plaisir de te rencontrer » et en tournant les talons sans drame. Cette capacité à te retirer sans affectation émotionnelle est la réponse correcte qu'elle cherchait. Que se passe-t-il alors? Son cerveau panique. Elle s'attendait à ce que tu supplies, que tu insistes, que tu désespères. Mais tu es parti tranquille, comme si tu avais 20 options de plus qui t'attendaient. À ce moment-là, tu viens de passer le premier test et son intérêt réel commence à s'éveiller. Mais voici quelque chose de crucial que tu dois comprendre. Ce test se répète constamment durant toute l'interaction initiale. Chaque fois qu'elle te donne une réponse froide, chaque fois qu'elle semble distraite, chaque fois qu'elle mentionne nonchalamment un autre homme, elle te répète ce test pour confirmer que ta sécurité est réelle et non feinte. Alors, ne baisse jamais ton cadre. Fram, ne montre jamais que sa validation t'affecte. Maintiens cette énergie d'homme qui est en train d'évaluer si elle mérite plus de ton temps, et non l'inverse. Et quand tu le feras avec constance, elle va commencer à te poursuivre subtilement, cherchant plus de ton attention, parce que tu viens de démontrer être différent de 95% des hommes qu'elle connaît. Le deuxième test est absolument crucial, et la majorité des hommes ne savent même pas ce qui est en train de se passer. C'est le test de la congruence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et, mon ami, c'est ici que se séparent les hommes réels des imposteurs qui ne font que parler. Les femmes ont un détecteur de mensonges intégré qui est 1000 fois plus sensible que celui de n'importe quel homme. Elles peuvent sentir quand tu feins la confiance. Elles peuvent détecter quand tu exagères tes accomplissements. Elles peuvent percevoir quand ton langage corporel ne coïncide pas avec tes mots. Et elles cherchent constamment ces incongruences pour déterminer si tu es authentique ou juste un autre frimeur. Voici ce qu'elles font spécifiquement. D'abord, elles t'écoutent très attentivement quand tu parles de toi-même. Elle prend note mentalement de chaque affirmation que tu fais, que tu es ambitieux, que tu es loyal, que tu es aventurier, que tu es sûr de toi, peu importe ce que tu dis. Ensuite, durant les semaines ou mois suivants, elle t'observe comme des faucons pour voir si tes actions coïncident avec tes paroles. Tu as dit que tu es ambitieux, mais tu passes ton temps à te plaindre de ton travail sans rien faire pour le changer. Tu as dit que tu es loyal, mais tu dragues effrontément d'autres femmes devant elle. Tu as dit que tu es aventurier, mais tu ne proposes jamais rien d'excitant. Chaque incongruence qu'elle détecte est comme une alarme rouge dans leur cerveau. Ce type est du pur théâtre. Il n'est pas réel. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas m'adonner à quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Et voici le plus foutu, mon ami. Elle ne te confronte pas directement à propos de ces incongruences. Elle commence simplement à se retirer émotionnellement. Elle commence à créer de la distance. Elle commence à ériger des barrières. Et toi, tu restes là à te demander ce qu'il s'est passé, sans te rendre compte que tu as échoué à un test que tu ne savais même pas que tu passais. La stratégie ici est brutale dans sa simplicité, mais requiert une intégrité totale. Dis seulement ce que tu es vraiment, et promets seulement ce que tu vas réellement accomplir. Si tu n'es pas millionnaire, n'agis pas comme si tu l'étais. Si tu n'es pas le plus sûr du monde, ne feins pas de l'être. Si tu n'es pas prêt pour l'engagement, n'insinue pas que tu l'es. Machiavel comprenait parfaitement que les gens respectent plus ceux qui sont constants dans leurs actions, même si ces actions sont dures, que ceux qui promettent de belles choses, mais ne les accomplissent jamais. Dans les relations, cette vérité est absolument dévastatrice. Une femme peut accepter que tu ne sois pas parfait. Elle peut accepter tes défauts et limitations. Ce qu'elle ne peut pas accepter, c'est la fausseté. Ce qui détruit sa capacité à s'adonner complètement, c'est de découvrir que tu es un imposteur, que tout ce que tu projetais était une performance conçue pour l'impressionner. Alors voici ce que tu vas faire. Sois brutalement honnête sur qui tu es en ce moment, pas sur qui tu veux être, pas sur qui tu as été, mais sur qui tu es aujourd'hui. Si tu es en train de construire quelque chose, dis-le. Je construis mon entreprise, et ça va prendre du temps.
mais je suis engagé là-dedans. Si tu as des insécurités, ne les projette pas, mais ne feins pas non plus qu'elles n'existent pas. Si tu commets une erreur, admets-le directement sans excuses élaborées. Cette honnêteté radicale est 1000 fois plus attirante que n'importe quelle façade parfaite que tu pourrais construire. Et ensuite, le plus important, assure-toi que chaque action que tu prends renforce les mots que tu as dit. Si tu as dit que tu vas à la salle de sport, va à la salle de sport avec constance. Si tu as dit que tu travailles sur un projet, montre-lui un progrès réel. Si tu as dit que tu valorises l'honnêteté, sois honnête même quand c'est inconfortable. Quand tu passes ce test de congruence, quelque chose de puissant se produit dans son esprit. Elle commence à penser, cet homme est réel. Ce que je vois est ce qu'il y a. Je peux faire confiance à ses paroles parce que ses actions les soutiennent. Et cette confiance est le fondement sur lequel elle peut enfin s'adonner complètement. Le troisième test est si subtil que la majorité des hommes ne le détectent même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est le test de ta réaction face aux autres femmes quand elle est présente. Et, mon ami, la façon dont tu gères cela détermine si elle te voit comme un homme de haute valeur ou comme un chien désespéré. Voici le scénario. Vous êtes ensemble quelque part, un bar, une fête, la rue, peu importe. Et elle observe comment tu réagis quand d'autres femmes passent à proximité, quand des serveuses te draguent, quand des amis à elle apparaissent. Chaque réaction de ta part est cataloguée et évaluée avec une précision chirurgicale. La majorité des hommes tombent dans l'un de ces deux pièges. Première erreur, ignorer complètement toute autre femme, même quand il serait naturel de saluer ou d'être poli, démontrant qu'ils sont désespérés de ne pas l'offenser. Deuxième erreur, draguer trop, de façon évidente, avec d'autres femmes, essayant de rendre jaloux, mais ne démontrant qu'une insécurité compensée. Les deux réponses échouent au test parce qu'elles révèlent que tu n'as pas de calibrage social réel. Le premier cas montre que tu es insécure et que tu marches sur des œufs. Le deuxième cas montre que tu essaies de la manipuler avec des tactiques évidentes. Dans les deux cas, tu perds massivement de la valeur dans sa perception. Qu'est-ce qu'elle recherche réellement? Un homme qui est naturellement cordial et charismatique avec tout le monde, hommes et femmes, mais qui a clairement choisi d'être avec elle. Un homme qui peut recevoir l'attention féminine sans devenir un idiot bavant, mais aussi sans se transformer en un robot social. La clé réside dans ce que les maîtres de la séduction appellent « aware but unaffected », conscient, mais pas affecté. Quand une femme attirante passe ou te drague pendant que tu es avec elle, ton cerveau reptilien le remarque évidemment. C'est de la biologie. Mais un homme de véritable haute valeur ne change pas son comportement pour cela. Machiavel a écrit sur l'importance de maintenir sa posture en toutes circonstances, surtout quand les autres testent ta force. Dans ce contexte, cela signifie que tu peux reconnaître que d'autres femmes existent sans que cela n'altère ton cadre ou ta concentration sur elles. Voici la stratégie exacte. Quand d'autres femmes sont présentes, sois véritablement aimable et sociale, sans franchir de lignes évidentes. Si une serveuse flirte, souris et sois poli, mais ne prolonge pas l'interaction plus que nécessaire. Si une amie à elle apparaît, salue-la avec confiance, mais ramène ton attention rapidement vers elle. Ce que cela communique est puissant. J'ai des options et d'autres femmes me trouvent attirant, mais je t'ai choisi toi, et ce choix signifie quelque chose pour moi. Cette combinaison de valeurs démontrées et de loyauté choisie est enivrante pour les femmes. Mais voici la partie que la majorité néglige. Ce test inclut aussi la façon dont tu parles de tes ex et des autres femmes dans ta vie. Si tu parles mal de tes ex, elle pense « c'est comme ça qu'il parlera de moi quand nous aurons fini ». Si tu parles trop bien d'elle, elle pense « il ne s'en est pas encore remis ». La bonne réponse est de parler d'elle de manière neutre, comme des chapitres clos de ta vie dont tu as appris, mais qui n'ont plus de pouvoir émotionnel sur toi. C'était une bonne expérience, j'ai beaucoup appris, et maintenant je suis concentré sur ce qui vient. Ça, c'est de la maturité réelle. Et finalement, ce test inclut la façon dont tu gères l'attention qu'elle reçoit elle-même d'autres hommes. Quand un type la drague devant toi, ta réaction détermine tout.
Si tu deviens jaloux et agressif, tu as échoué, car tu as montré de l'insécurité. Si tu l'ignores complètement et agis comme si de rien n'était, tu as aussi échoué, car tu as montré de l'indifférence. La bonne réponse est une confiance calme qui dit « Bien sûr que d'autres hommes la désirent. Elle est belle et a de la valeur, mais elle est avec moi pour une raison. Et j'ai confiance en ce choix. Tu n'as pas besoin de te battre pour elle, car tu connais ta valeur. Tu n'as pas besoin de la contrôler, car tu as confiance en toi-même. Quand tu passes ce test correctement, elle se sent simultanément valorisée et en sécurité. Valorisée parce que tu vois que d'autres la désirent, mais que tu l'as choisie elle. En sécurité parce que tu ne deviens ni fou, ni possessif. Et cette combinaison de sentiments crée l'espace pour qu'elle s'adonne profondément. Le 4e test est dévastateur, et la majorité des hommes y échouent spectaculairement, sans s'en rendre compte. C'est le test de ta réaction face à sa vulnérabilité émotionnelle. Et la façon dont tu réponds à cela déterminera si elle t'ouvrira un jour son cœur complètement, ou si elle maintiendra toujours un mur entre vous. Voici ce qui se passe. À un certain point de votre connaissance, elle va partager quelque chose de personnel avec toi. Peut-être une peur, une insécurité, un traumatisme du passé, un rêve qu'elle a honte d'admettre. Peu importe ce que c'est quelque chose qui la rend vulnérable et exposée. C'est le moment d'une importance maximale, mon ami. Car ta réaction dans les 30 secondes suivantes va déterminer si elle peut te faire confiance avec son être le plus profond ou si elle doit maintenir ses défenses toujours actives. La majorité des hommes gâchent ce moment de l'une de ces 3 manières fatales. Première manière, ils minimisent ce qu'elle a partagé. « Ah, ce n'est pas si grave » ou « Ne t'inquiète pas autant pour ça ». Ils croient être un soutien, mais en réalité, ils invalident ses sentiments. Deuxième manière, ils essayent immédiatement de régler le problème. Ils sautent en mode solution, donnant des conseils non sollicités sur comment elle devrait gérer la situation. Cela lui fait sentir que sa vulnérabilité est un problème qui doit être résolu, et non une partie d'elle qui a besoin d'être acceptée. Troisième manière, ils prennent peur de la profondeur émotionnelle et changent de sujet rapidement, faisant une blague ou déplaçant la conversation vers quelque chose de plus léger. Cela lui dit que tu ne peux pas gérer ses émotions réelles, que tu veux seulement la version superficielle d'elle. Toutes ces réactions échouent au test parce qu'elles démontrent que tu n'es pas le contenant émotionnel sûr dont elle a besoin. Elles démontrent que lorsqu'elle devient réelle avec toi, tu vas rejeter, minimiser ou fuir cette réalité, et à ce moment-là, sa capacité à s'adonner complètement se ferme comme une porte en acier. De quoi a-t-elle réellement besoin dans ce moment de vulnérabilité? Ta présence totale, sans jugement. Ta capacité à être simplement là, à écouter profondément, à valider que ses sentiments comptent, sans essayer de les changer ou de les arranger. La bonne réponse ressemble à quelque chose comme ça. Merci de me faire confiance avec ça. Je peux voir que c'est vraiment important pour toi. Et après, le silence. Juste être présent. Juste montrer que tu peux gérer sa profondeur émotionnelle sans t'effondrer, sans fuir, sans avoir besoin de changer de sujet. Ce silence confortable après sa vulnérabilité est de l'or pur, mon ami. Il lui communique. Tu peux être vrai avec moi. Tu peux me montrer ton obscurité et ta lumière. Tu peux enlever le masque social et je ne vais ni te juger, ni te quitter. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne vient pas du fait de ne jamais montrer de faiblesse, mais de pouvoir contenir la faiblesse des autres sans que cela t'affaiblisse. Un homme faible a peur des émotions fortes. Un homme fort peut être le rocher contre lequel les autres peuvent reposer leur tempête émotionnelle. Mais voici la partie cruciale qui différencie les maîtres des débutants. Après qu'elle ait partagé cette vulnérabilité et que tu l'aies validée, n'utilise pas cette information contre elle plus tard. Jamais. Ni dans des blagues, ni dans des disputes, ni pour gagner des arguments. Parce qu'une partie de ce test est de voir si tu peux maintenir une confidentialité sacrée sur ce qu'elle t'a confié. Si tu utilises un jour sa vulnérabilité comme arme,
Tu viens de détruire toute possibilité de confiance profonde. Elle ne s'adonnera plus jamais complètement parce que tu lui as montré que ses secrets ne sont pas en sécurité avec toi. Alors, mémorise ceci. Ce qu'elle te confie dans les moments vulnérables est sacré. C'est le trésor le plus précieux qu'elle peut te donner. Et si tu le protèges de ta vie, si tu ne l'utilises jamais contre elle, si tu démontres que ses secrets sont en sécurité dans ta forteresse, elle va s'ouvrir de plus en plus profondément. Et voici le bénéfice final de passer ce test. Quand elle voit que tu peux gérer sa vulnérabilité sans t'effondrer, sans juger, sans l'utiliser contre elle, quelque chose change fondamentalement. Elle commence à te voir non seulement comme un amant ou un partenaire, mais comme son refuge sûr dans un monde chaotique. Et quand une femme te voit comme son refuge émotionnel sûr, son don devient total. Elle ne garde plus des parties d'elle. Elle ne protège plus son cœur. Elle se rend complètement parce qu'elle a finalement trouvé un homme suffisamment fort pour contenir tout ce qu'elle est. Nous arrivons au 5e test, et c'est là que se séparent les enfants des hommes. C'est le test de ta réaction face au conflit et à la confrontation. Et, mon ami, la façon dont tu gères cela détermine si elle te respecte comme leader ou te voit comme un autre faible de plus qu'elle peut contrôler. Voici la réalité brutale. Toute femme, sans exception, va créer un conflit avec toi intentionnellement. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle a besoin de savoir si tu es un homme avec une colonne vertébrale ou juste un autre type qui va céder devant n'importe quelle pression qu'elle applique. Ce conflit peut venir sous plusieurs formes. Ce peut être une dispute sur quelque chose de trivial. Ce peut être qu'elle franchisse l'une de tes limites pour voir si tu la défends vraiment. Ce peut être qu'elle te contredise en public. Ce peut être qu'elle te mette la pression pour changer quelque chose sur toi-même. Peu importe ce que c'est. C'est un test déguisé en conflit normal. La majorité des hommes répondent à ce conflit de deux manières également pathétiques. Première manière, ils cèdent immédiatement, s'excusant pour tout, changeant leur comportement, suppliant pour la paix. Ils croient être de bons copains, mais en réalité, ils démontrent qu'ils n'ont pas de limites défendables. Deuxième manière, ils explosent avec une colère incontrôlée, criant, étant agressifs, perdant complètement leur sang-froid. Ils croient être masculins, mais en réalité, ils démontrent qu'ils sont des enfants émotionnels dans des corps d'hommes. Les deux réponses échouent au test de façon spectaculaire. La première lui montre qu'elle peut te piétiner et qu'il n'y aura pas de conséquences. La seconde lui montre que tu ne peux pas contrôler tes émotions sous pression. Dans les deux cas, son respect envers toi s'effondre et son désir de s'adonner complètement disparaît. Quelle est la bonne réponse? Un calme inébranlable, combiné à des limites fermes, comme l'acier. Quand elle crée le conflit, tu ne t'altères pas émotionnellement. Ta voix reste calme, ton langage corporel reste détendu, mais tes mots établissent des limites claires, sans excuse. Cela ressemble à quelque chose comme « Je comprends que tu sois énervé, mais je ne vais pas accepter que tu me parles ainsi. Quand tu seras prête à parler avec respect, nous continuerons cette conversation, et ensuite, tu te retires physiquement si nécessaire, non pas avec colère, mais avec une dignité tranquille. Cette combinaison de calme émotionnel et de limites inflexibles est comme du crack pour le cerveau féminin. Cela lui communique. Cet homme ne se laisse pas manipuler émotionnellement, je ne peux pas le contrôler avec des drames, il a un centre solide, que je ne peux pas bouger, avec des larmes, ni des cris. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être constant dans ses principes, même si cela cause un conflit temporaire, que d'être volage et changer avec chaque vent d'opinion. Les femmes respectent profondément les hommes qui ont des principes défendables et qui ne les abandonnent pas sous pression. Mais voici la partie que la majorité ne comprend pas. Ce test n'est pas à propos de gagner la dispute. C'est à propos de comment tu te bats. Elle n'a pas besoin que tu aies raison sur tout. Elle a besoin de voir que tu peux maintenir ton cadre sous pression, que tu peux défendre tes limites sans devenir un tyran, que tu peux être en désaccord sans être désagréable. Alors voici la stratégie complète. Quand viendra le conflit inévitable, et il viendra, maintiens ton calme comme priorité numéro 1. Respire profondément, baisse ta voix au lieu de la monter,
détends tes muscles au lieu de les tendre. Ce calme sous le feu est le signe du véritable pouvoir masculin. Deuxièmement, écoute ce qu'elle dit sans l'interrompre. Laisse-la s'exprimer complètement. Cela ne signifie pas que tu es d'accord, juste que tu respectes son droit à sa perspective. Cette capacité à écouter sans réactivité défensive est extrêmement rare et précieuse. Troisièmement, valide toute partie légitime de son point de vue sans sacrifier ta position. Je comprends que cela t'ait dérangé quand j'ai fait ça, et je peux voir pourquoi depuis ta perspective. Cependant, ma limite à ce sujet ne va pas changer. Quatrièmement, si elle franchit des lignes inacceptables, manque de respect, crie, peu importe, termine la conversation immédiatement. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que nous puissions l'avoir avec un respect mutuel. Et tu pars. Tu ne restes pas là à absorber le manque de respect. Quand tu gères le conflit de cette façon, quelque chose de puissant se produit. Elle peut être en colère sur le moment. Elle peut protester. Elle peut dire que tu es inflexible. Mais à un niveau plus profond, son respect envers toi vient de se multiplier exponentiellement, parce que tu viens de lui démontrer que tu es un homme avec des limites réelles. Un homme qui ne laissera personne, pas même elle, franchir ses lignes. Et paradoxalement, cette fermeté inébranlable la fait se sentir plus en sécurité avec toi, car elle sait que si tu défends tes limites avec elle, tu vas aussi défendre ses limites contre le monde. Le sixième test est si insidieux que même quand je te l'explique, tu vas avoir des problèmes pour l'identifier en temps réel. C'est le test de ta constance à travers le temps et sous différents contextes. Et mon ami, c'est le test de longue haleine, celui qui sépare les relations superficielles des dons complets. Voici ce qui se passe. Durant les premières semaines ou mois, il est relativement facile de maintenir un personnage. Il est facile d'être l'homme sûr, le type intéressant, l'homme avec des projets. Mais elle sait cela. Alors, elle ne fait pas confiance à cette version initiale de toi. Ce qu'elle fait, c'est t'observer à travers le temps et à travers différentes situations pour voir si tu es constamment cet homme ou si c'était juste une performance temporaire. Elle te teste quand tu es stressé. Elle t'observe quand tu es avec tes amis. Elle t'évalue quand les choses ne se passent pas comme prévu. Elle te mesure quand tu es malade, fatigué, frustré. Elle cherche des fissures dans ton armure. Elle cherche des moments où le masque tombe et où tu révèles qui tu es réellement sous la présentation initiale. Et chaque incohérence qu'elle trouve est une preuve que tu n'es pas fiable pour son don total. La majorité des hommes échouent à ce test parce qu'éventuellement ils se fatiguent de maintenir le cadre. Éventuellement, le stress du travail les rend irritables. Éventuellement, le confort de la relation les rend négligents. Éventuellement, ils montrent des versions d'eux-mêmes qui contredisent tout ce qu'ils ont projeté initialement. Et dans ces moments d'incohérence, elle prend note mentalement. Ah, alors ce type sûr, c'était seulement quand les choses allaient bien. Cet homme ambitieux disparaît quand il est fatigué. Ce leader fort devient un enfant quand il est stressé. Et chaque note mentale réduit sa capacité à s'adonner complètement. Voici la dure vérité. Tu ne peux pas feindre qui tu es, sur le long terme. Éventuellement, ton véritable caractère émerge sous la pression. Alors, la seule façon de passer ce test est d'être réellement l'homme que tu projettes, pas seulement d'agir comme lui. Cela signifie un développement personnel constant. Cela signifie travailler sur ta mentalité tous les jours. Cela signifie maintenir tes standards même quand tu n'en as pas envie. Cela signifie être discipliné avec tes routines, tes objectifs, ta croissance personnelle, indépendamment de ce qui se passe dans ta vie. Machiavel comprenait que la véritable force d'un leader ne se révèle pas en temps de paix, mais en temps de crise. Les hommes faibles s'effondrent sous la pression. Les hommes forts maintiennent leur sang-froid et leurs principes même quand le monde est en feu autour d'eux. Alors, voici la stratégie. Premièrement, reconnais que tu es évalué constamment, pas seulement lors des rendez-vous romantiques, mais dans chaque interaction. Comment parles-tu au serveur quand il se trompe dans ta commande? Comment réagis-tu quand le trafic est terrible? Comment te comportes-tu quand ton équipe perd? Tout compte. Deuxièmement, développe des routines non négociables que tu maintiens, peu importe ton état émotionnel. Tu vas à la salle même quand tu n'en as pas envie.
Tu travailles sur tes projets même quand tu es fatigué. Tu maintiens tes engagements même quand c'est inconvénient. Cette discipline constante est la preuve d'un caractère réel. Troisièmement, quand tu traverses des moments difficiles, ne les cache pas, mais ne les utilise pas non plus comme excuse pour baisser tes standards. Tu peux dire « Ce mois a été brutal au travail », tout en maintenant ton sang-froid et ton engagement envers tes valeurs. Quatrièmement, si tu commets des erreurs ou as des moments de faiblesse, admets-les directement sans drame excessif. J'ai merdé là. Ce n'était pas mon meilleur moment. Je vais faire mieux. Cette honnêteté sur tes failles temporaires est plus forte que de feindre une perfection impossible. Quand tu passes ce test de constance à travers le temps, quelque chose de beau se produit. Elle commence à se détendre complètement avec toi. Elle n'est plus en mode évaluation constante. Elle n'attend plus que le masque tombe. Elle a confiance que l'homme qu'elle voit aujourd'hui est le même homme qu'elle verra dans 1 an, dans 5 ans, en toutes circonstances. Et cette confiance en ta constance est le fondement sur lequel elle peut enfin construire un don total. Parce que s'adonner complètement à quelqu'un d'inconstant est dangereux. Mais s'adonner à quelqu'un qui a démontré être solide comme un roc à travers le temps et sous pression, ça c'est sûr. Et nous arrivons au 7e et dernier test, le plus dévastateur et transformateur de tous. C'est le test de si tu as une mission plus grande qu'elle, une raison d'exister qui va au-delà de la relation. Et, mon ami, la façon dont tu réponds à ce test détermine si tu vas avoir une femme obsédée par toi ou une femme ennuyée qui éventuellement te quitte. Voici le paradoxe qui détruit la majorité des hommes. Ils croient que pour qu'une femme s'adonne totalement, ils doivent faire d'elle le centre absolu de leur univers. Alors, ils abandonnent leurs ambitions, négligent leurs passions, sacrifient leurs objectifs, tout pour lui donner une attention constante. Et après, ils sont surpris quand elle perd tout intérêt, quand le sexe devient routinier, quand elle dit qu'elle a besoin d'espace, quand éventuellement elle le quitte ou le trompe. Ils ne comprennent pas qu'en faisant d'elle leur mission unique, ils ont détruit exactement ce qui l'attirait vers eux en premier lieu. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Les femmes ne veulent pas être ta raison de vivre. Elles veulent faire partie de cet environnement nourricier. Frère, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait détruire ta vision des femmes pour toujours. Ce sont des vérités si brutales, si obscènes, si contraires à tout ce qu'on t'a enseigné, que Machiavel lui-même a été censuré lorsqu'il a tenté de les publier dans des textes privés qui ne sont sortis au grand jour que des siècles après sa mort. Et après cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi la société conspire pour te maintenir dans l'ignorance de ces 5 réalités sur la nature féminine. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est pas du contenu pour les hommes faibles. Si tu préfères vivre dans l'illusion, si tu veux continuer à croire aux mensonges romantiques qu'on t'a vendus, cet endroit n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt pour la vérité brutale, sans filtre, sans excuse, alors reste jusqu'à la fin. Mets un like, partage avec des frères qui ont besoin de se réveiller, et prépare-toi à connaître ce que seuls 3% des hommes ne découvriront jamais. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Commençons par la vérité numéro 1, et c'est la plus obscène de toutes. Les femmes n'aiment pas les hommes de la façon dont les hommes aiment les femmes. Écoute-moi bien, parce que ça va faire mal. L'amour masculin est sacrificiel, inconditionnel, basé sur ce qu'elle est. L'amour féminin est transactionnel, conditionnel, basé sur ce que tu peux faire pour elle. Et ce n'est pas qu'elles soient malveillantes, frère. C'est qu'elles sont programmées biologiquement, de manière complètement différente de nous. Quand un homme aime une femme, il est prêt à mourir pour elle. Peu importe qu'elle soit riche ou pauvre.
qu'elle ait réussi ou échoué, qu'elle soit jeune ou vieille. Il aime son essence. Mais quand une femme aime un homme, elle aime son utilité, sa capacité à pourvoir, à protéger, à générer un statut social. Et au moment où cette utilité disparaît, son amour s'évapore comme de l'eau dans le désert. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie primitive en action. Laisse-moi te donner un exemple brutal que tu vas reconnaître. Tu connais des couples où l'homme perd son travail, tombe en dépression, traverse une crise. Combien de fois as-tu vu la femme rester fidèlement à ses côtés? Maintenant, pense au contraire. Quand une femme tombe malade, perd sa beauté, traverse des crises, l'homme a tendance à rester. Pourquoi? Parce que l'amour masculin est conçu pour soutenir. L'amour féminin est conçu pour sélectionner. Les études neuroscientifiques montrent que lorsqu'un homme voit la femme qu'il aime, des régions cérébrales associées à l'attachement inconditionnel s'activent, les mêmes qui s'activent lorsqu'une mère voit son enfant. Mais lorsqu'une femme voit l'homme qu'elle est censée aimer, ce sont des régions associées à l'évaluation des ressources et du statut social qui s'activent. Son cerveau est littéralement en train d'évaluer constamment si tu es toujours la meilleure option disponible. Et voici le plus obscène. La société le sait, les psychologues le savent, les chercheurs le savent, mais ils ne te le diront jamais, parce que cela détruirait complètement le récit romantique qui maintient les hommes à travailler comme des esclaves, se sacrifiant pour un amour qui n'a jamais été réciproque en premier lieu. Ils te vendent le fantasme qu'elle t'aime pour qui tu es, alors que la réalité est qu'elle t'aime pour ce que tu fais et ce que tu peux fournir. Vérité obscène numéro 2. Les femmes sont attirées sexuellement par des traits qui indiquent une capacité de domination et de contrôle, et non par la bonté ou le respect. Et cela va directement à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur le fait d'être un homme bon. Frère, l'attraction sexuelle féminine ne répond pas à la moralité. Elle répond à des signaux primitifs de pouvoir. Cela a été démontré dans des expériences où des femmes ont été exposées à des profils d'hommes présentant des caractéristiques de personnalité obscure, du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie légère. Les résultats furent cohérents et perturbants. Les femmes rapportaient significativement plus d'attirance envers ces profils qu'envers des hommes décrits comme aimables, empathiques et attentionnés. Et quand on leur demandait pourquoi, elles rationalisaient en disant que ces hommes semblaient plus sûrs d'eux, plus intéressants, plus stimulants. Mais la vérité neurologique est bien plus brutale. Le cerveau féminin est programmé pour répondre aux indicateurs de dominance parce que pendant des millions d'années, les hommes dominants étaient les seuls à pouvoir garantir la survie et la transmission génétique réussie. Un homme aimable pouvait être conquis, réduit en esclavage, assassiné par un homme plus fort. Mais un homme, avec des traits de dominance, était celui qui protégeait, celui qui conquérait, celui qui assurait les ressources. C'est pour ça que les femmes disent vouloir un homme sensible, émotionnel, qui pleure avec elles. Mais ensuite elles couchent avec le type qui les traite avec indifférence. C'est pour ça qu'elles disent que le physique ne compte pas, mais finissent avec des hommes qui projettent force et pouvoir. C'est pour ça qu'elles disent chercher l'égalité, mais fondent quand un homme prend le contrôle, sans demander la permission. Sa bouche dit une chose. Sa biologie répond à une autre complètement différente. Machiavel comprenait parfaitement que les gens ne respectent pas ce qui est facilement disponible. Ils respectent ce qui est difficile à obtenir. Et il a appliqué ce principe non seulement au pouvoir politique, mais aux relations entre hommes et femmes. Il a écrit dans des lettres privées que les femmes méprisent les hommes qui se soumettent facilement, peu importe à quel point elles disent valoriser la vulnérabilité et l'ouverture émotionnelle. Et voici le plus perturbant. Quand tu confrontes une femme à cette réalité, quand tu lui montres que ses actions contredisent ses paroles, elle entrera dans le déni absolu, parce que dans son esprit conscient, elle croit sincèrement vouloir de la bonté et du respect. Mais son système limbique, son cerveau primitif, est programmé pour répondre à la dominance et au contrôle.
Et ce conflit interne entre ce qu'elle croit consciemment vouloir et ce à quoi elle répond inconsciemment est la source de tout le chaos que tu vois dans les relations modernes. Vérité obscène numéro 3. Les femmes pratiquent l'hypergamie sexuelle de façon si automatique et inconsciente qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Et quand je dis hypergamie, je ne parle pas seulement de chercher des hommes avec plus d'argent. Je parle de l'évaluation constante, implacable, obsessive, de savoir si elles peuvent obtenir mieux que ce qu'elles ont actuellement. Les données des applications de rencontres sont brutalement révélatrices. Les femmes notent 80% des hommes comme étant en dessous de la moyenne en termes d'attractivité. Pense à ça une seconde. Mathématiquement, il est impossible que 80% soient en dessous de la moyenne. Ce que cela révèle, c'est que les femmes ont une perception distordue où seul le top 20% des hommes est enregistré comme option viable. Et le reste n'existe simplement pas pour leur radar sexuel. Mais ça empire. Les recherches sur les modèles de messagerie montrent que les femmes concentrent leur attention sur le top 5% des hommes, ignorant complètement les 95% restants. Et au sein de ce 5%, elles évaluent constamment qui est la meilleure affaire, qui offre le plus de ressources, le plus de statut, les gènes les plus supérieurs. C'est une compétition impitoyable où l'homme moyen ne se qualifie même pas pour participer. Et voici ce qui est obscène. Cette hypergamie ne s'arrête pas quand elle entre dans une relation. Les études sur l'infidélité féminine montrent que les femmes sont plus enclines à tromper lorsqu'elles perçoivent que leur partenaire a diminué en valeur relative, que ce soit par la perte d'un emploi, la perte de statut social, ou simplement parce qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle perçoit comme supérieur. Ce n'est pas qu'elle cherche la variété comme les hommes. Elle cherche une mise à niveau, un remplacement, une meilleure version. La psychologie évolutive explique cela parfaitement. Les femmes avaient une fenêtre reproductive limitée. Donc chaque choix de partenaire était critique. Elles ne pouvaient pas se permettre le luxe de rester avec un homme de faible valeur quand il y avait la possibilité d'accéder à un homme de plus grande valeur. Alors elles ont développé cette capacité de scanner constamment l'environnement, d'évaluer les options et de se préparer à sauter sur une meilleure opportunité si elle se présentait. C'est pourquoi tu ne peux jamais te détendre complètement avec une femme. C'est pourquoi tu dois maintenir ta valeur constamment élevée. C'est pourquoi au moment où tu montres une faiblesse prolongée, au moment où tu arrêtes de grandir, au moment où tu deviens prévisible et stagnant, son cerveau primitif active le mode recherche de remplacement. Et le plus brutal, c'est que cela se produit complètement hors de son contrôle conscient. Vérité obscène numéro 4. Et celle-ci va en enrager beaucoup. Les femmes utilisent le sexe comme outil de manipulation et de contrôle de façon si naturelle et automatique que pour elles, ce n'est même pas de la manipulation. C'est simplement une stratégie de survie. Frère, pour les hommes, le sexe est une fin en soi. Pour les femmes, c'est un moyen pour parvenir à une fin. Et cette fin est d'extraire de l'engagement, des ressources, de l'investissement émotionnel et du statut de la part de l'homme. Observe les modèles. Au début d'une relation, quand elle ne t'a pas encore engagé, le sexe est fréquent, il est passionné, il est varié. Elle initie, elle expérimente, elle fait des choses qu'elle ne ferait jamais plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode capture. Elle utilise le sexe comme appât pour t'accrocher émotionnellement. Et ça fonctionne parfaitement parce que le cerveau masculin libère des quantités massives d'ocytocine et de dopamine pendant le sexe, créant un attachement chimique profond. Mais observe ce qui se passe une fois qu'elle t'a engagé. Une fois qu'il y a la bague, une fois qu'il y a l'hypothèque partagée, une fois qu'il y a des enfants, le sexe diminue dramatiquement en fréquence. Les statistiques sont dévastatrices. Les couples mariés rapportent avoir des relations sexuelles en moyenne moins d'une fois par semaine. Et cela diminue année après année. Et quand cela arrive, c'est du sexe ennuyeux, prévisible, sans passion. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus besoin d'utiliser le sexe comme outil de capture. Elle t'a déjà attrapé. Et voici ce qui est le plus manipulateur. Elle utilisera la rétention du sexe comme punition.
et l'octroi du sexe comme récompense. Tu as fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Tu t'es comporté d'une façon qu'elle considère inacceptable. Tu as montré de la faiblesse. Le sexe disparaît. Mais quand tu fais ce qu'elle veut, quand tu réponds à ses attentes, quand tu démontres de la valeur, le sexe réapparaît magiquement. Et les hommes tombent dans ce schéma de conditionnement opérant sans même s'en rendre compte. Les études neuropsychologiques montrent que les femmes ont beaucoup plus de contrôle conscient sur leur désir sexuel que les hommes. Pour elles, le désir n'est pas cette impulsion incontrôlable. C'est quelque chose qu'elles peuvent activer ou désactiver en se basant sur le contexte, l'état émotionnel, l'évaluation de la relation. C'est un outil qu'elles peuvent utiliser stratégiquement. Et elles l'utilisent avec une efficacité dévastatrice. Machiavel a observé dans ses écrits sur le pouvoir que celui qui contrôle les ressources contrôle la relation. Et dans les relations hétérosexuelles modernes, le sexe est la ressource la plus précieuse qu'elle possède et que tu désires. Donc, qui contrôle l'accès au sexe, contrôle la dynamique complète de la relation. Et, frère, elle le sait instinctivement. C'est pourquoi tu ne verras jamais une femme supplier pour du sexe de la façon dont les hommes le font. Parce que pour elle, ce n'est pas un besoin, c'est une monnaie d'échange. Et le plus obscène dans tout ça, c'est que si tu confrontes une femme sur ce schéma, si tu lui signales qu'elle utilise le sexe comme outil de manipulation, elle s'offensera profondément. Elle dira que tu es vulgaire, que tu ne comprends pas qu'elle a besoin de connexion émotionnelle pour ressentir du désir, que le sexe pour les femmes est différent. Et techniquement, elle a raison. C'est différent. C'est stratégique. C'est transactionnel. C'est manipulateur. Mais admettre cela détruirait sa propre image et son pouvoir. Alors elle le nie avec toute la conviction du monde. Nous arrivons à la vérité obscène numéro 5, la plus perturbante de toutes. Les femmes sont capables de réécrire complètement leur histoire personnelle et leurs émotions passées pour s'ajuster à leur récit présent. Et quand je dis réécrire, je ne parle pas de mentir consciemment. Je veux dire que son cerveau altère littéralement ses souvenirs pour maintenir une cohérence avec ce qu'elle croit sur elle-même dans le présent. La neuroscience de la mémoire a démontré que chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous reconstruisons ce souvenir. Nous ne le reproduisons pas. Et les femmes ont une capacité beaucoup plus développée que les hommes pour altérer ces reconstructions en se basant sur leur état émotionnel actuel. Si maintenant elle te déteste, elle se souviendra de votre relation complète comme abusive et terrible, même si à l'époque elle disait que tu étais l'amour de sa vie. Cela explique des phénomènes qui confondent brutalement les hommes. Ils terminent une relation où elle jurait aimer, où elle semblait heureuse, où tout semblait fonctionner. 6 mois plus tard, tu la rencontres et elle parle de toi comme si tu étais un monstre. Elle raconte des histoires de choses que tu as soi-disant faites qui ne sont jamais arrivées. Elle décrit la relation comme un cauchemar alors que tu as des photos d'elle souriant à chaque instant. Est-elle en train de mentir délibérément? Pas nécessairement. Son cerveau a authentiquement réécrit ses souvenirs. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que les femmes traitent les souvenirs avec une charge émotionnelle beaucoup plus forte que les hommes. Et cette charge émotionnelle peut contaminer et altérer complètement les détails factuels du souvenir. Si dans le présent elle ressent de la douleur ou de la colère envers toi, cette émotion actuelle colore tous les souvenirs passés, les transformant en expériences négatives même si sur le moment elles étaient positives. Et voici ce qui est véritablement obscène. Cette capacité de réécriture émotionnelle fait des femmes des témoins totalement non fiables de leur propre expérience. Elles peuvent te dire avec une sincérité totale que quelque chose s'est passé d'une certaine façon et avoir complètement tort parce que leur reconstruction mémorielle est distordue par leur état émotionnel présent. Mais comme elles sentent que le souvenir est authentique, elles défendront leur version avec une conviction absolue. Machiavel a écrit sur la différence entre la réalité objective et la réalité perçue, notant que la seconde est plus puissante que la première en termes de comportement humain. Les femmes vivent presque complètement dans la réalité perçue. Leur vérité n'est pas ce qui s'est objectivement passé, c'est ce qu'elles sentent qu'il s'est passé. Et cette vérité émotionnelle
changent constamment en se basant sur leur état présent. Cela crée une situation impossible pour les hommes. Toi, tu te souviens des faits objectifs. Tu as une version linéaire et cohérente de ce qui s'est passé. Mais elle a une version qui change selon comment elle se sent aujourd'hui. Et quand ces deux versions s'entrechoquent, quand tu essayes d'utiliser la logique et les faits pour contredire son récit émotionnel, elle t'accusera de fois gaslighting, d'invalider ses sentiments, de ne pas comprendre son expérience. Parce que pour elle, ce qu'elle ressent est plus réel que ce qui s'est objectivement passé. Et le plus perturbant de tout est que cette capacité de réécriture ne se limite pas aux relations passées. Elle l'utilise en temps réel, pendant les conflits, au milieu d'une dispute. Elle peut dire que tu fais toujours quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle peut t'accuser de ne jamais faire quelque chose que tu fais constamment. Elle peut décrire un modèle de comportement de ta part qui est complètement opposé à la réalité. Et quand tu lui signales la contradiction avec des preuves claires, au lieu de reconnaître l'erreur, elle doublera la mise sur sa posture parce que son émotion présente est plus forte que n'importe quelle preuve objective. Maintenant, frère, ces 5 vérités obscènes ont une application pratique que tu as besoin de comprendre si tu veux naviguer dans les relations modernes sans être détruit. Premièrement, accepte que l'amour féminin est conditionnel. Arrête de chercher l'amour inconditionnel d'une femme. Il n'existe pas. Au lieu de cela, concentre-toi sur le fait de maintenir ta valeur constamment élevée. Ne stagne jamais. N'arrête jamais de t'améliorer. Ne montre jamais de faiblesse prolongée parce qu'au moment où ta valeur décline, son amour s'évapore. Deuxièmement, comprends que l'attraction féminine répond à la domination, pas à la bonté. Cela ne signifie pas être cruel ou abusif. Cela signifie être un leader fort, prendre des décisions sans t'excuser, maintenir tes limites inébranlables, ne jamais céder ton cadre. La bonté vient après le respect, jamais avant. Si elle ne te respecte pas d'abord, ta bonté sera interprétée comme de la faiblesse. Troisièmement, reconnais l'hypergamie comme une constante. Elle sera toujours en train d'évaluer les options. Elle sera toujours en train de scanner pour quelque chose de mieux. Ton travail n'est pas d'empêcher qu'elle évalue. C'est de t'assurer que lorsqu'elle évalue, la conclusion soit qu'il n'existe pas de meilleure option que toi. Maintiens ton statut élevé. Garde des options disponibles. Ne deviens jamais complètement prévisible. Le jour où tu arrêtes d'être un défi est le jour où elle active sa recherche de remplacement. Quatrièmement, ne négocie jamais pour du sexe. Ne supplie jamais. N'utilise jamais le sexe comme indicateur de ta valeur dans la relation. Si le sexe est retenu, ce n'est pas un problème de sexe. C'est un problème d'attraction et de respect. Règle-le en restaurant ta valeur et tes limites, pas en suppliant pour du sexe. Et si après avoir restauré ces choses, le sexe ne revient pas, alors tu as ta réponse sur la question de savoir si cela vaut la peine de maintenir cette relation. Et cinquièmement, comprends que vous opérez dans des réalités différentes. Tu opères dans les faits objectifs. Elle opère dans la vérité émotionnelle. Tu ne gagneras jamais une dispute en utilisant la logique contre l'émotion. Au lieu de cela, apprends à gérer ces états émotionnels sans t'accrocher au contenu de ce qu'elle dit. Quand elle est émotionnellement altérée, sa version de la réalité sera distordue. Ne la corrige pas sur le moment. Attends qu'elle se calme. Et ensuite, si c'est nécessaire, établis des limites sur le comportement, pas sur sa version des faits. Machiavel a clôturé l'un de ses textes les plus polémiques avec une observation qui résume tout cela parfaitement. Il a écrit qu'il vaut mieux comprendre la nature humaine telle qu'elle est, que de désirer qu'elle soit comme nous aimerions qu'elle soit. Et la nature féminine, frère, est exactement ce que tu viens d'apprendre. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle est, simplement, ton travail n'est pas de la juger, c'est de la comprendre et de naviguer au sein de cette réalité. Frère, si ce contenu t'a ouvert les yeux d'une façon que tu n'avais jamais expérimentée, si tu comprends finalement des comportements qui te confondaient depuis des années, alors abonne-toi
et devient membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses encore plus profondes de ces vérités, des stratégies spécifiques pour chaque situation, et l'accès à une communauté d'hommes qui opèrent dans la réalité, pas dans des fantasmes romantiques. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 5 vérités obscènes t'a le plus impacté. Laquelle explique des expériences que tu as eues, mais que tu n'as jamais pu comprendre. Ton commentaire peut aider d'autres hommes à traiter ces vérités et à les appliquer dans leur propre vie. Rappelle-toi, l'ignorance est confortable, mais elle te garde esclave. La connaissance est inconfortable, mais elle te rend libre. Et ces 5 vérités sont les clés de ta liberté. Utilise-les sagement. Pas pour haïr les femmes, mais pour les comprendre complètement. Pas pour être cruel, mais pour être stratégique. Pas pour détruire des relations, mais pour les construire sur des fondations de réalité, au lieu de la fantaisie. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment appliquer ces vérités dans des situations spécifiques. Comment détecter quand elle est en train de réécrire la réalité. Comment répondre quand elle utilise le sexe comme manipulation. Comment maintenir ta valeur suffisamment élevée pour que son hypergamie ne trouve rien de mieux. Ne manque pas ça, parce que cette connaissance appliquée est la différence entre être contrôlé et avoir le contrôle. D'ici là, reste fort, reste lucide, et n'oublie jamais que comprendre la vérité, peu importe à quel point elle est obscène, est toujours mieux que de vivre dans une illusion confortable. Les illusions te gardent faible. La vérité te rend fort, et seuls les hommes forts construisent des vies qui valent la peine d'être vécues. On se voit dans la prochaine vidéo.